Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bienvenue dans Si Mères, le podcast qui célèbre la force, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Bonjour à toi qui nous écoutes, enceinte de quelques jours, ou plus que pour quelques jours. Toi, jeune accouchée, qui a enfin endormi son tout petit. Toi, Wonder Woman, qui jongle entre bébé, course et travail. Toi, nullie, prémie ou multipart, toi qui ne connais pas encore tous ces mots. Toi qui t'assumes, toi qui doutes et redoutes. Au fil des épisodes, j'accueille des femmes que l'expérience de la maternité a transformées. En donnant la vie, elles ont compris que leur mission était d'accompagner les futures et jeunes mamans dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Et si vous doutez de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler. Maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à Biostime de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliant science et nature. Si, mère, l'invité du jour. Si mère, tellement maman, au premier regard ou un peu plus tard. Passionnément maman, découvrant son enfant jour après jour. Maman, intensément, jour et nuit passant. Parfois jusqu'à l'épuisement. Et oui, il y a quelque chose que l'on découvre malheureusement à ses dépens lorsqu'on met au monde un enfant. C'est la définition de la fatigue. Avant, on avait parfois ressenti un état nommé fatigue. Pourtant, on est loin de se douter du rouleau compresseur que représente l'arrivée d'un enfant. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le bout du rouleau, le bord du gouffre, voire le burn-out. Alors, comment expliquer cet état que traversent la plupart des nouvelles mères ? Comment être attentive à son état de fatigue ? Comment écouter ses ressentis et trouver son rythme ? Comment se créer une bulle de bien-être et s'entourer des bonnes personnes ? Pour répondre à ces questions essentielles pour le bien de la mère et de son enfant, j'ai la joie d'accueillir une femme qui a su répondre aux besoins d'écoute et de bienveillance des futures et jeunes mamans. Christelle Nicky est une superwoman entrepreneur bien inspirée. Il y a 10 ans, elle a fondé Mum to be Party pour offrir aux femmes enceintes un espace de rencontre et de parole, offline et online, convivial et intimiste, auprès d'experts de confiance. J'ai un souvenir ému du jour où j'ai été sélectionnée pour y participer. J'étais enceinte de mon premier enfant et c'était comme si j'avais gagné le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Et je n'ai pas été déçue. Depuis, les rencontres organisées par Christelle ont rassemblé plusieurs milliers de femmes et ont fédéré une communauté de mamans autour de valeurs essentielles de partage et de bien-être. Christelle est aussi l'auteure du livre « Mon allaitement comme je le veux », paru chez Le Duc. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey. Alors, le temps d'un épisode, laissez-vous cajoler par les paroles réconfortantes et les conseils bien utiles que s'apprête à vous partager Christelle. Maintenant, dans Si Mères. Si, mère, le partage. Ma chère Christelle, je suis ravie de t'accueillir, toi qui as vu évoluer tant de mamans et dont moi depuis 10 ans. Et j'ai envie aujourd'hui de parler avec toi de ce qui nous rassemble quand on est mère. Enfin, une des choses qui nous rassemble malheureusement, c'est cet état de fatigue avancée dans lequel on se trouve dès la naissance et puis les semaines et mois qui suivent bien souvent. Alors Christelle, ma première question pour toi serait de pouvoir nous expliquer un peu mieux cette intense fatigue que traversent la plupart des nouvelles mères. Oui, tout à fait. Alors, le premier état, c'est évidemment une fatigue physique. La jeune maman est amenée à répondre évidemment aux besoins essentiels d'un bébé qui vient de naître, le nourrir, le changer, le rassurer. Le pot à pot est très très important et c'est vrai que ça nécessite une attention complète, voire complète du matin
la nuit également. Et ça, c'est la première chose, c'est répondre aux besoins essentiels de bébé. La deuxième chose, évidemment, cette fatigue physique s'explique par la transformation du corps de la femme qui a débuté pendant la grossesse et qui se poursuit, évidemment, après la naissance. C'est un corps qui est fatigué, qui a un corps transformé, un corps qui a besoin de se revitaliser, de se reminéraliser, des organes qui ont besoin d'être remis en place, des énergies de recirculer. Alors, c'est vrai qu'on attribue toujours à la femme enceinte ce type de remarque que la grossesse et l'accouchement ne sont pas une maladie. Toutefois, il y a une réelle transformation et une récupération nécessaire. Donc, attribuer la fatigue à uniquement un manque de sommeil, c'est bien trop réducteur. Oui, tu fais bien de mentionner que le corps, effectivement, se transforme aussi après l'accouchement, parce qu'on a l'impression qu'une fois l'accouchement passé, ça y est, tout revient à la normale, alors que pas du tout. C'est presque là que commence le travail de tout cette remise en place. Ouais. Exactement. Et il est tout à fait nécessaire d'être au courant, d'être informé sur ce qu'on appelle le mois d'or ou le 4e trimestre. On en parle de plus en plus maintenant, et tant mieux. Et c'est vrai que cette récupération prend du temps. Elle prend du temps et il est important de pouvoir être au courant et de pouvoir aussi accepter ce temps nécessaire. La fatigue, elle peut être aussi psychologique. Là, évidemment, l'idée n'est pas d'émettre un jugement sur la jeune maman et de la réduire à une petite chose, mais c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, voient la naissance d'une mère, hein, évidemment, et la plonge dans un espace-temps complètement différent de ce qu'elle avait pu vivre au préalable. C'est une double naissance. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une naissance d'un enfant. Enfin, on apprend. Et surtout, on apprend parfois avec une renonciation à beaucoup de choses qu'on était habitués à faire. Je veux dire, voir des amis, à sortir, etc. Donc là, évidemment, c'est normal d'être totalement dédié à son enfant, mais ce repli peut être plus ou moins bien vécu. Le fait d'être replié, et je pense en plus pendant la période de confinement, ça a été encore beaucoup plus fortement, d'être séparé de ses proches, d'être séparé de sa famille. Et c'est un état qui peut, en effet, plonger dans une certaine déprime pour des mamans. La fatigue aussi, c'est aussi une charge mentale qui pèse souvent sur les femmes. Et ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'on va constater au tout début des premières semaines, mais qui va s'installer souvent progressivement, mois après mois, année après année. Mais ça commence quand même dès la naissance, c'est-à-dire surtout les choix que font et qu'on attribue à la mère, que ce soit d'équipement, que ce soit d'éveil, que ce soit le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, le choix du prénom, le choix de la déco. Enfin bref, tous ces choix sont soumis à des remarques, à des questionnements, et c'est souvent finalement les femmes qui sont interrogées. Les pères sont rarement interrogés sur ces choix, et maman aussi, et peut être perturbée par toutes ces possibilités, par toutes ces recommandations, que ce soit des recommandations médicales ou des recommandations sur l'éducation de l'enfant, et c'est difficile de savoir finalement sur quel pied danser, et c'est fatigant. Oui, c'est-à-dire que non seulement on a la charge de devoir prévoir toutes ces choses-là, de se renseigner, alors bien sûr que de plus en plus on partage heureusement avec son partenaire, et c'est heureux, mais après tous ces choix sont également commentés par l'entourage, et c'est comme si une fois le bébé, d'ailleurs une fois qu'on tombe enceinte et puis une fois le bébé arrivé, on devient un sujet public, et tout le monde se mêle de notre vie, alors que avant c'était pas le cas. Et là, bizarrement, tout le monde a son idée sur la chose, que ce soit notre mère, la belle-mère, et les amis, etc. Voilà, tout le monde a son mot à dire, et ça pèse énormément, et ça ajoute à la fatigue de la mère. Donc, par pitié, quand vous voyez une nouvelle mère, évitez de lui prodiguer tous vos conseils si elle ne vous a rien demandé, ce qui rajouterait une dose à sa charge mentale et donc à sa fatigue. C'est sûr, ce que tu évoques, c'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que de la malveillance finalement dans ce partage d'expériences, dans ce partage de conseils, mais parfois il y a un décalage de génération, on n'est pas forcément dans la même situation, on n'est peut-être pas forcément prête à tout entendre.
parfois il y a des choix, il y a des projets de naissance, des choix par exemple, notamment quand on a évoqué ça dans le livre, évidemment, d'allaiter ou de ne pas allaiter. Je pense qu'aujourd'hui, les futures mamans, les jeunes mamans réfléchissent et s'informent de plus en plus et construisent en fait, comme tu le dis, avec le conjoint, un réel projet. Et c'est vrai qu'il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance et il faut les laisser aussi vivre. Mais bon, en même temps, force est de constater qu'il y a quand même une certaine solitude aussi qui peut s'instaurer. Donc, faire appel à l'aide, mais ne pas l'accepter, c'est jamais facile en fait. On ne sait jamais sur quel pied danser. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la fatigue, c'est fatigant d'être une superwoman, superwoman et une super maman. Disons que ce qu'on peut voir, c'est que nos propres mères, nos propres grand-mères étaient des femmes inspirantes, et des femmes fortes, des femmes combatives, et qui nous ont donné l'impression de super bien gérer. Et quand nous, on se retrouve là, fatigués, on a l'impression qu'on n'est pas du tout à la hauteur, qu'il y a quelque chose qu'on fait mal. Et ça aussi, c'est fatigant. C'est vrai qu'on a l'impression d'être seul dans cette fatigue, alors que voilà, l'idée, c'est de vous rassurer, vous qui nous écoutez aujourd'hui et qui êtes peut-être enceinte ou qui venez d'accoucher. Tout le monde est fatigué après un accouchement. Il paraît que un accouchement, c'est l'équivalent pour le corps d'un marathon. Donc voilà, je ne sais pas si vous représentez ce que c'est de courir un marathon, mais bon, c'est 4 heures d'effort en gros. Et c'est épuisant pour le corps qui a besoin de se ressourcer. Et même si nos mères assuraient sur tous les fronts, ou nos grands-mères, eh bien c'est ce qu'elles nous montraient. Et puis même quand nous on est nés, on l'a pas vu, on n'a pas vu dans quels états elles étaient. Donc voilà, c'est tout le monde est à la même enseigne. Oui, ça c'est sûr. Mais la nécessité aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de cette transformation et de ne pas finalement la mettre entre parenthèses ou sous couvert il faut être forte, il faut passer à autre chose. Non, voilà, donc l'idée c'est vraiment de s'écouter, d'être attentive à son état de fatigue. Et alors comment faire? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes ficelles, toi qui es mère de 2 enfants également? Déjà, forcément, c'est mettre de côté la culpabilité incessante. Accepter que rien ne sera parfait. Rien ne sera parfait dans notre comportement, dans nos choix, dans notre intérieur. Enfin, il y a plein de choses. Et même dans notre corps, je veux dire, la quête de la perfection ou du contrôle, c'était réservé à cette période d'avant. La période du maintenant en tant que mère, c'est d'accepter ces imperfections. Toutefois, ça ne veut pas dire trop de renoncement. Ça ne veut pas dire forcément accepter la douleur, accepter la souffrance. Donc, il y a une phase d'acceptation, de laisser place à l'imprévu. Ça fait du bien aussi. Franchement, moi, j'ai besoin de déconnecter, clairement. Je suis quelqu'un, en effet, hyper organisée, très rigoureuse. Mais il y a des moments, je m'autorise vraiment ce lâcher-prise. Et évidemment, ça va être peut-être mon conjoint qui va en faire les frais. Mais c'est ma soupape. C'est ma soupape de décompression. Et je pense que les enfants aussi en ont besoin. Et ils sont très forts, d'ailleurs. Ils sont absolument épatants pour switcher, pour passer à autre chose et pas trop ressasser. Nous, on est comme on est en tant qu'adultes. Mais je ne pense que... Il ne faut pas non plus trop ressasser. On a parfois peut-être élevé la voix trop fortement sur son enfant. On a peut-être oublié le goûter. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui vont en effet nous faire sentir mal. Mais je pense que voilà, c'est normal de faire des erreurs. C'est normal d'avoir ces moments d'imperfection. Par contre, c'est normal de se plaindre aussi. Ça aussi, c'est important. Important d'avoir le droit de se plaindre, d'avoir des fenêtres d'ouverture là-dessus. Ouais, c'est important. C'est important de se plaindre. C'est normal de ne pas vivre cette maternité glorifiée qui
qui évidemment est présente sous nos yeux, soit dans la cour d'école, enfin quand on dépose les enfants à la crèche, ou bien sur les réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux sont là pour nous montrer des pans de vie qui ont l'air tellement inspirants, tellement désirables, mais qui ne sont pas toujours et qui sont souvent... Ils sont faux, en fait. Voilà. Qui sont qu'une part de la réalité. En vrai, c'est un instant qui est capturé et puis ne représente pas du tout ce que vit la femme, la famille. C'est pas du tout... Dans ce cas, accepter, accepter ne veut pas dire, accepter l'imperfection, mais ne veut pas dire d'être obligé d'accepter sa douleur. Et c'est important, du coup, de faire attention, de ne pas sombrer parfois dans un détachement total, en fait. Parce que, quand je disais créer une petite soupape, s'éloigner un petit peu de ce quotidien qui peut être très... qui peut t'aspirer totalement, mais en même temps, il faut être à l'écoute, à sa propre écoute, et ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à parler de son état. Et ça, c'est pas une chose simple. Oui, c'est vrai, c'est très juste ce que tu évoques sur l'imperfection, puisqu'on oublie souvent un paramètre quand on est enceinte, qu'on a tout prévu, c'est quand même l'enfant, qui lui est un humain à part entière, a une personnalité propre et va finalement exprimer qui il est en arrivant sur Terre et nous prendre peut-être, faire différemment de ce que nous on avait prévu. Et puis on va être tout le temps en souplesse. Donc c'est une espèce d'agilité qu'on doit acquérir qu'on acquiert parfois à nos dépens en étant mère et qui nous amène à peut-être cette fatigue si on n'est pas prête à recevoir ça. Oui, et à lâcher prise. Et ce n'est pas simple. On sait très bien que dans nos vies antérieures, avant d'avoir un enfant, même pendant la grossesse, on s'est déjà projeté. On se projette énormément. Quand on voit les amis qui ont des enfants, on se dit « Ah ben non, mais ça, jamais de la vie, on fera ça. » Enfin, c'est normal, hein, c'est naturel de se projeter et de s'imaginer en tant que couple, en tant que femme, en tant que mère. Mais en effet, il n'y a pas vraiment de réel scénario. Il y a des désirs, mais on ajuste. Bien sûr. Alors, tu évoquais très justement le fait de parler de cette fatigue, de s'écouter. Alors, comment justement parler à qui et puis comment trouver son rythme dans cette nouveauté que nous amène la naissance de notre enfant? Ce que j'ai envie de dire, c'est que s'écouter... c'est pas une chose simple quand on devient mère, parce qu'on est surtout à l'écoute de l'autre, de son petit. Et c'est la priorité de toutes les attentions, hein, comme tu l'as très justement évoqué dans notre échange, c'est que l'attention est vraiment portée sur l'enfant. Et pas tant sur le bien-être de la maman, puisque ça va aller de toute façon. Combien de femmes sont passées par là? Oui, puis elle se doit d'être heureuse. Après tout, elle vient de donner la vie, quelle merveille. Donc, de quoi elle nous parle? Et justement, de quoi elle nous parle. Donc, par rapport à ça, il y a déjà aussi ce frein de s'exprimer, d'oser finalement dire qu'il peut y avoir des petits soucis, alors que ce soit d'ordre psychologique, mais aussi physiologique, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de petits tabous, des petits mots qu'on n'ose pas et qu'on découvre sur le tas. C'est hyper gênant parfois. Et puis c'est pas forcément avec son chéri qu'on va évoquer ces sujets. Pas forcément avec sa copine aussi, qui n'est pas forcément passée par la maternité. Donc, et des fois, on se demande aussi si ce qu'on est en train de vivre est tout à fait normal. Pour savoir, oui, bien sûr. Il n'y a que des professionnels qui peuvent nous rassurer sur ce point. Et les professionnels, est-ce qu'ils sont dotés de l'écoute nécessaire par rapport à justement ces questionnements? Ça, c'est du coup l'importance de trouver cet entourage, alors qui n'est pas en effet l'entourage forcément le plus proche, mais un entourage de professionnels bienveillants qui vont pouvoir rassurer, qui vont pouvoir écouter et faire justement émerger toutes ces émotions. Tout ce qu'on est en train un petit peu de cacher et qui sont pourtant essentielles et qui sont normales surtout. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les bonnes personnes autour de soi, peut-être d'ailleurs ça se recherche
avant d'accoucher, d'aller voir peut-être une sage-femme, de s'entourer d'une doula ou d'une psychologue qu'on apprécie et qui va pouvoir nous accompagner dans cette phase d'après. Et tu évoquais les problèmes physiologiques qu'on peut avoir. Moi, j'ai envie d'en mentionner quelques-uns pour justement décomplexer tout le monde. Par exemple, déjà, quand on a une césarienne, il y a la cicatrice avec toutes les douleurs que ça représente. Donc moi, j'ai pas accouché par césarienne, donc je peux pas vraiment en parler. Mais en tout cas, je sais que c'est très douloureux pendant peut-être 4 à 6 semaines. On a vraiment du mal à se déplacer après. Il y a toutes les douleurs liées à l'épisiotomie, qui sont... La remise en place de l'utérus, ça c'est sûr. Et la remise en place de l'utérus. Et puis quand on a une déchirure ou une épisiotomie, la cicatrisation qui doit bien se faire et qui parfois ne se fait pas comme il faut. Il y a aussi quand on allaite les mamelons qui sont parfois attaqués, qui peuvent saigner parce que l'enfant tète fort ou ne positionne pas bien sa langue. Et donc on se retrouve comme ça avec un corps on a l'impression qu'il est complètement décharné, ouvert, des plaies, que c'est une plaie béante, quoi. Et on peut parfois pas s'asseoir, parfois pas toucher sa poitrine. Ce ventre qui pend, bref, il y a beaucoup de choses, ces jambes lourdes. Non, il y a énormément de désagréments. Ce qui est bon de savoir, si en effet des futures mamans nous écoutent et des jeunes mamans qui sont en effet dans cette situation, c'est de se dire que ça arrive à beaucoup de femmes. Cependant, ce n'est pas pour la vie. Oui, ça se remet. Voilà, c'est qu'en effet, alors justement, c'est peut-être le message qu'on va vous faire passer, c'est que de toute façon, si vous allez peut-être voir un professionnel de santé, il va traiter ça comme n'importe quel autre sujet, et puis on passe à autre chose très rapidement. Non, là, l'idée, c'est pas de passer rapidement dessus, parce que ça fait mal, parce que ça peut prendre du temps. Tu parles justement de cicatrices de césarienne. La cicatrisation prend du temps. Nous, c'est un sujet qu'on aborde énormément sur Mom to Be Party. Et la cicatrisation, c'est un processus lent, c'est un processus qui varie d'une personne à une autre. Et tout simplement pour avoir des repères, ça peut être 1 à 2 ans. C'est-à-dire qu'on a encore des femmes césarisées qui peuvent avoir des cicatrices encore rouges, bombées, qui peuvent les démanger sur de longs mois, voire années. Donc, à contrario, des personnes qui vont s'en remettre très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop écouter ce que va dire la copine, etc., mais de trouver des personnes qui ont justement cette vue globale de tous les cas particuliers et d'être assurées sur quels vont être les outils, quelles vont être les solutions pour pouvoir me sentir mieux et de se dire que mon Dieu, ça va changer, avoir quand même l'espoir d'aller mieux. Mais il faut avoir ces outils, il faut trouver les bonnes personnes qui vont aider, soulager, que ce soit un ou une ostéo, kiné, pour un massage, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier assez rapidement les aides. Quand on parle d'allaitement, on peut vraiment beaucoup se tromper et aller entre guillemets, dans une mauvaise route, un mauvais chemin, alors que notre projet initial était d'allaiter, était de s'épanouir dans l'allaitement. Et parce qu'il y a parfois quelques freins, d'ailleurs on appelle même parfois des freins de langue, il peut exister des freins de langue qui peuvent être... nourrisson, qui empêchent la bonne prise du mamelon, tout à fait. Et ça, vous avez beau bien positionner votre enfant, avoir suffisamment de lait, ça peut être tout à fait bloquant. Le savoir, souvent vous le savez, grâce à l'intervention d'une consultante en lactation. Donc, toutes ces personnes sont vraiment indispensables dans la mise en place de votre allaitement, la mise en place de votre rôle de maman. Et c'est elles qui peuvent vraiment vous guider. Parfait. Et bien merci, Chris. Alors, justement, ma dernière question serait de savoir comment, tes bons conseils pour se créer une bulle de bien-être autour de soi et s'entourer des bonnes personnes. Parce que peut-être que justement, les copines bienveillantes qui viennent nous donner des conseils, on peut leur demander plutôt leurs bonnes adresses, les personnes qu'elles nous recommandent d'aller voir et avec qui elles ont eu un bon contact. Ça peut être une idée. Mais voilà, quels sont tes conseils en matière de bulle de bien-être, toi qui sais si bien en créer dans les Mom to Be Party? C'est sûr. Déjà, je pense que
Une bulle, c'est un terme en effet qui veut dire d'être un petit peu plus replié sur soi. Et de ce que j'observe vraiment dans la maternité, c'est qu'elles sont vraiment nécessaires et que les femmes y trouvent une force incroyable pour puiser une force incroyable dans ces bulles, pour se ressourcer et aussi pour faire bloc. Parfois, comme on évoquait en tout début d'échange, aux remarques, aux injonctions. Donc, et souvent, qui va faire bloc avec la maman? C'est souvent le conjoint. Et le conjoint ou la partenaire, évidemment, forme un couple. Et c'est important pour pouvoir partager avec tout cet environnement, que ce soit familial, que ce soit médical, les envies, les besoins et les désirs de ce couple dans la façon dont ils vont accueillir bébé, que ce soit accueillir à la maison, que ce soit accueillir dans une maison de naissance, que ce soit de pouvoir faire du cododo. Toutes ces pratiques en fait qui nécessitent d'avoir un environnement cocon. Hein. Et cette bulle, ça aspire à être cocon. Donc c'est tout un environnement. Et la place du père est très importante, la place de la partenaire est très importante. Elle est importante aussi parce que ça permet aussi, et on le voit très souvent, la fatigue veut dire aussi des tensions, veut dire des énervements, signifie aussi des non-dits. Et un partage aussi de tâches qui peut être facilité par le fait qu'il y ait une vraie participation et implication du ou de la partenaire dans cette bulle qui se crée. Voilà, évidemment, on aurait pu parler d'aller faire un spa, etc. Mais le bien-être, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Ça peut être, en effet, quelque chose qui peut être matériel, mais qui peut être plus immatériel. Et c'est tout l'objet d'un projet de naissance. J'y crois beaucoup. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le formuler, mais de ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, des consultations, par exemple, avec des doulas, permettent de l'exprimer et permettent aussi d'impliquer justement le partenaire. J'ai eu un exemple récent d'une femme qui n'avait pas forcément bien vécu sa première grossesse, son premier accouchement, et qui voulait vraiment remettre certaines bases et qui n'arrivait pas à avoir l'adhésion de son conjoint. C'est vrai que des fois, c'est difficile, on ne sait pas comment communiquer. Et cette bulle de bien-être, c'est justement ça, c'est l'apaisement. C'est le fait d'accorder les violons, d'être sur le même... on ne sera pas forcément toujours aligné, surtout, mais grâce à cet intermédiaire, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger plus librement, pas dans la confrontation. Et franchement, pour elle, ça a été tellement libérateur. Et elle aborde du coup son accouchement avec tellement plus de sérénité. Et c'est sûr que d'évoquer ça avec un tiers de notre famille ou un ami, il ne pourra jamais jouer cet intermédiaire, cette personne neutre qui pourra être à l'écoute. Souvent, il va être pris d'angoisse parce que ça va lui créer lui-même des angoisses, ou alors il va forcément ça va ramener à sa propre expérience. Donc, ça sera toujours un petit peu plus partial. Alors que justement, cette personne, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit plus impartiale et qu'elle soit dotée d'une vraie écoute. C'est tout à fait juste ce que tu évoques, et ça résonne avec ce que j'ai vécu dans mes 2 grossesses et accouchements. Il est beaucoup plus simple, et il est très important de faire corps avec son ou sa partenaire dans cette aventure, parce que ça nous permet de résister à l'environnement en fait, et de ne pas du tout recevoir de plein fouet toutes les injonctions, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, d'être 2 dans cette histoire. Un projet d'enfant, c'est quand même... Ça se fait à 2 généralement. Et c'est très important de mettre en place, comme tu dis, toutes ces discussions au sein de notre couple pour ne pas se retrouver seul face à des décisions impactantes et du coup de se faire critiquer en famille ou entre amis. Donc voilà, ça rajoute une couche de fatigue, une couche d'isolement dont on n'a absolument pas besoin. Donc voilà, discuter dans l'intimité de votre foyer de ces décisions stratégiques que vous allez prendre, des décisions importantes pour vous, de la manière dont vous allez
accueillir cet enfant et le faire grandir. Si votre choix, c'est le cododo et que la belle-mère ou la mère n'a jamais entendu parler de ça, va forcément donner son avis sur non mais tu te rends pas compte, là c'est fini la vie de couple, ou alors tu vas le faire tomber, ou alors c'est n'importe quoi ce truc de hippie. Bon, si le conjoint est d'accord avec vous, en fait, il n'y a même pas besoin de se justifier, c'est une décision familiale et l'extérieur n'a rien à en dire. Donc la bulle, très important, avec les bonnes personnes. Et parfois, voilà, comme tu dis, quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on souhaite auprès de son partenaire, voilà, un tiers de confiance neutre va pouvoir faire passer ces messages et puis nous aider à trouver un juste milieu peut-être dans ce qui nous irait à tous les deux et à tous les trois avec l'enfant. Oui, je pense qu'en effet, cette personne tierce peut aider. Après aussi, le ou la partenaire sont évidemment invités à suivre le parcours de grossesse de la femme, c'est-à-dire avec toutes les séances d'information, aller participer à des séances d'information, d'échanges qui peut y avoir. Donc c'est pas uniquement un investissement de temps que devrait avoir la femme uniquement, même si c'est très bien que les rendez-vous la concernent principalement, mais ces échanges-là sont importants. Oui, il y a aussi le fait que souvent le père ou la partenaire travaille pendant que la femme est enceinte ou en congé maternité et du coup ne peut pas forcément se rendre aussi facilement à tous ces rendez-vous. Donc c'est important de, en tout cas, transmettre dès qu'on peut dans son couple. Et juste avant de conclure, je voulais que tu nous donnes un petit peu l'essence de Mom to Be Party. Pourquoi tu as un jour créé ces rencontres entre femmes enceintes puis jeunes mamans. Quel était le message que tu voulais faire passer, puis ce que tu voulais créer? Le point de départ, forcément, c'était mon constat, parce que j'ai créé Mom to Be Party en étant enceinte de mon premier enfant. J'étais déjà habituée à échanger auprès d'une communauté, parce que j'avais un blog à cette époque-là. Et je voulais trouver de l'information qui me ressemble, des informations pour vivre sa grossesse de façon comment dire, légère et à la fois de se préparer au mieux du point de vue, je disais, physiologique. Pour moi, c'était très important parce que la beauté, le bien-être, le corps reste source de plaisir pour moi, et c'était hors de question que ça ne puisse plus être le cas. Et je voyais quand même beaucoup d'informations qui circulaient sur Internet, qui m'invitaient plutôt à mettre tout ça en sourdine. Et pour moi, c'était hors de question, alors que finalement, dans les pays anglo-saxons, on voyait qu'il y avait une sorte de maternité beaucoup plus célébrée, un côté beaucoup plus positif, rassurant, de prendre soin de soi pendant la grossesse, de pouvoir aussi s'épanouir dans sa grossesse, alors que le parcours était très médicalisé. Et donc, j'ai voulu vraiment pouvoir offrir une parenthèse qui permette justement d'aborder tous ces sujets, de se faire plaisir, que ce soit au travers de la mode, au travers de la beauté, au travers de l'alimentation. Donc ça a commencé comme ça, au travers de rencontres. Donc le concept était vraiment tourné autour de rencontres. Et puis je l'ai décliné sur toute la France. Et l'envie, c'est en effet de se dire, on va pouvoir trouver un espace de parole, un espace de conseils intimistes. On va pouvoir justement évoquer ces petites expériences avec forte ouverture, même si on parle de sujets qui peuvent en effet diviser, que ce soit l'allaitement, que ce soit le portage, mais qu'on ait en face de nous des personnes aussi bien professionnelles que d'autres futures et jeunes mamans qui ne vont pas être immédiatement un jugement, qui ne vont pas immédiatement juste écouter, en fait, être là pour être écouté et se faire du bien. Voilà, la notion de se faire du bien, de se prendre du plaisir, c'est hyper important. J'adore qu'on conclue sur la célébration de la beauté, de la magnificence de la femme enceinte, parce que vraiment, c'est un moment tellement unique dans une vie. Et effectivement, même si on a évoqué tous ces soucis physiologiques qu'on va traverser, bien sûr qu'à côté de ça, on est rayonnante bien souvent quand on est enceinte. C'est le moment de faire éclater sa lumière au grand jour, et puis de garder ça après, une fois que auprès de son petit, d'être dans quelque chose de très beau également. Donc c'est hyper important. Oui, la maternité est porteuse de nouveaux projets.
projet. Combien de femmes, et c'est ce que tu disais au tout début, c'est que ça transforme la femme et ça lui donne envie de se surpasser, de réaliser de nouveaux projets, parfois de se mettre à son compte. Combien de nouveaux projets émergent après la naissance d'un enfant. Donc oui, c'est une autre naissance, comme on disait, la naissance d'une autre femme, d'une nouvelle femme. Absolument, une expérience transcendante pour notre existence, vraiment très très puissante. Donc voilà, célébrons la maternité avec tous ces bons conseils. Alors pour conclure, Christelle, je voulais qu'on reprenne les 3 points essentiels de notre discussion. Si la personne n'a que très peu de temps pour nous écouter, quels sont les trois points qu'il faut absolument retenir sur la fatigue de la mère? Alors, de savoir que la fatigue en postpartum, c'est une réalité, d'accord ? Exprimer sa fatigue, c'est pas signe de faiblesse, mais au contraire, c'est nécessaire pour sa propre santé, qu'elle soit mentale et qu'elle soit également physique. Donc, il ne faut pas hésiter à l'exprimer et à se faire entourer. Le deuxième point, c'est évidemment le fait d'identifier des ressources le plus tôt possible. Je dirais qu'il faut profiter en effet du temps de la grossesse pour identifier toutes les ressources qui pourraient venir nous aider dans cette naissance de mère, pas uniquement naissance d'un enfant. Et enfin, je pense comme on l'a évoqué, c'est que la maternité, la grossesse, c'est sujet en effet à plein de remarques, plein de conseils, mais ça vaut la peine de se rassembler, d'être ensemble, de profiter justement de cette sororité pour faire élever nos voix et faire évoluer les pratiques pour toujours plus de bien-être, de bienveillance à l'égard des femmes. Merci beaucoup, Christelle. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on se dévoue complètement à son enfant, c'est cette intuition qu'on a en nous, cette intuition de mère, cette petite voix qui va nous guider et nous dire non, là je sens que c'est pas juste pour moi, ou bien tiens, au contraire, ce conseil là de cette amie, ça résonne et j'ai envie d'aller dans cette voie-là, et bien plus que jamais se connecter à cette intuition. Voilà. Faites-vous confiance. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Le moment est venu pour nous de refermer cette parenthèse enchantée et de vous remercier chaleureusement pour votre écoute du jour. Peut-être que vous avez envie de noter ces quelques conseils ou de prendre un temps de respiration, les yeux fermés, pour bien assimiler tout cela et voilà, vous reposer les mains sur votre ventre qui donne la vie, les mains sur votre petit, levez tout contre vous. Offrez-vous ces quelques instants encore. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostime, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si Mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.